va passer immédiatement à un symposium tant attendu qui va nous être présenté par le professeur Nabil Benzeneb. C'est le symposium Versalia, l'ostriole vaginale pour la prise en charge du syndrome génito-urinaire chez les femmes ménopausées, état des lieux, en 2022. À vous, professeur Benzeneb. Merci, Monsieur le Président. Merci au laboratoire Versalia pour m'avoir donné cette occasion de discuter avec vous de l'intérêt de l'ostriole vaginale. On va le voir à très faible dose pour la prise en charge du syndrome génito-urinaire chez les femmes ménopausées. Nous savons tous que la ménopause est confirmée pratiquement 1 an après l'arrêt des règles et ça survient aux alentours de la 50aine. Et à ce stade de ménopause confirmée, l'hypoestrogénie est carrément bien installée avec ses conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors, cette appellation de syndrome génito-urinaire de la ménopause est relativement récente, elle date de 2014. Et cette appellation remplace l'ancienne, celle qui parle d'atrophie vulvovaginale. L'objectif était d'éviter les termes d'atrophie, vagin, et d'inclure les troubles urinaires qui n'étaient pas sous-entendus dans l'ancienne appellation. Alors, quand on voit la littérature internationale, on voit que ce syndrome est quand même relativement fréquent. Les chiffres varient entre 27 et 87% sur cette série d'articles donc publiés. En Tunisie, nous manquons de données. Ce que j'ai pu trouver, c'est que c'est des estimations. On estime qu'il y a, en juillet 2018, un peu plus d'1,3 million femmes pratiquement ménopausées. Et ces femmes sont appelées à vivre une longue période, de longues années de carence oestrogénique. On estime que plus de la moitié de ces femmes présentent un syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les 2 tiers ont des symptômes modérés à sévères et la majorité ne sont pas du tout traitées puisqu'elles ne sont pas dépistées. Alors, pour comprendre les symptômes de ce syndrome génito-urinaire, il faut se rappeler que l'hypoestrogénie chronique est responsable au niveau de la muqueuse vaginale d'une diminution des cellules superficielles qui sont la source de production du glucogène, donc diminution du glucogène, diminution de la bonne flore, les lactobacilles vaginaux, augmentation de pH, bref, c'est des modifications qui sont actuellement bien codifiées. Sur le plan signes fonctionnels du syndrome génito-urinaire de la ménopause, les signes sont regroupés en 3 groupes. Il y a des symptômes vulvovaginaux à type de sécheresse vaginale, de brûlure, d'irritation vulvaire, des symptômes sexuels à type de dyspareunie, baisse de la libido et parfois des spottings post-coïtaux, et des symptômes urinaires, souvent méconnus, souvent non rattachés à ce statut de femme ménopausée, des infections urinaires à répétition, une dysurie, pollakiurie, nicturie, incontinence par urgenturie, font partie des symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause. La conséquence de tout cela, c'est une altération de la qualité de vie, bien sûr, qui n'est pas toujours rapportée par les patients, donc c'est à nous d'aller dépister tout cela, et qui est souvent sous-estimée par les médecins en disant que c'est l'effet de l'âge, que c'est normal, alors qu'on a des possibilités thérapeutiques. Quand on examine ces femmes qui ont ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, on va retrouver tous les signes de carence oestrogénique, atrophie des petites lèvres, excellent récepteur des oestrogènes, sténose de l'orifice vaginal, une sécheresse, une pâleur de la muqueuse vaginale, un pH élevé et éventuellement une descente des organes, donc un prolapsus urétral, sténose du méa. Bref, l'examen, avec son anamnèse et les données de l'examen physique permettent à eux seuls de poser le diagnostic de syndrome génito-urinaire de la ménopause. On n'a pas besoin d'examen complémentaire
Et l'arsenal thérapeutique à notre disposition n'est pas aussi fourni que cette liste le laisse paraître. Il y a des mesures générales, les oestrogènes par voie vaginale, les hydratants et les lubrifiants, d'autres médicaments que je citerai rapidement et les traitements physiques. Les mesures générales sont toujours indiquées. Il s'agit d'encourager une activité sexuelle régulière et d'arrêter un éventuel tabagisme. Le principal moyen thérapeutique à notre disposition face à ce syndrome génito-urinaire, c'est les oestrogènes par voie vaginale. On va voir leur efficacité, leur innocuité, les comparer par rapport au traitement hormonal substitutif, généralement pris par voie orale ou transcutanée. Alors, sur le plan efficacité, l'étude qui fait référence est celle-ci. Elle a été publiée en 2016 par la Cochrane. C'est une méta-analyse, 30 essais randomisés, plus de 6000 femmes, où on a tout essayé, l'oestradiol, l'oestriol et des oestrogènes conjugués équins sous différentes formes, anneaux, vaginaux, des ovules, crème, gel. Et la conclusion de cette méta-analyse, c'est que les oestrogènes utilisés par voie vaginale à faible dose sont tous efficaces si on le compare à un placebo. Ils sont efficaces sur tous les signes qu'on a vus à propos de ce syndrome génito-urinaire. Et cela, quel que soit le type du produit et le mode d'administration. Il y a une autre étude Cochrane qui s'est intéressée uniquement à l'incontinence urinaire en post-ménopause. C'est une méta-analyse, 34 essais randomisés, plus de 19 000 femmes, 9 599 sous oestrogènes, dont 1464 femmes qui ont reçu des oestrogènes vaginaux. Et il est intéressant de voir ici que les oestrogènes administrés par voie orale ont entraîné une aggravation qui est statistiquement significative de l'incontinence versus placebo, et cela à l'inverse des oestrogènes vaginaux, qui ont entraîné une amélioration significative de l'incontinence. Alors, cette étude est bien longue, donc je me contente de cette plaque, mais je voudrais quand même vous dire qu'au niveau de l'incontinence, l'efficacité de ces oestrogènes vaginaux, c'est surtout pour les incontinences par urgenterie, la fameuse hyperactivité vésicale, l'instabilité vésicale, les impériosités, les infections récurrentes, tout ça, les oestrogènes par voie vaginale à faible dose sont efficaces et de façon significative versus placebo. Par contre, les données sont encore insuffisantes pour l'incontinence urinaire d'effort. Bref, les oestrogènes par voie vaginale sont efficaces contre l'ensemble des signes du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Mais c'est l'oestriol vaginal à faible dose qui est le produit préféré. Et je vais vous dire pourquoi. Cet oestriol, c'est un oestrogène naturel. C'est en fait le métabolite final de l'oestrone et de l'oestradiol. Et comme vous le voyez sur ce schéma, il y a une interconversion entre l'oestrone et l'oestradiol, mais il n'y a jamais de conversion oestriol en oestrogène E1 ou E2, puisque donc c'est le métabolite final de cette transformation qui est, notez bien, irréversible de E1 ou E2 en E3. Alors par rapport à l'oestradiol a une faible affinité pour la SHBG, la Sex Binding Hormone Globulin. C'est un peu le transporteur de ces hormones sexuelles au niveau du sang. Faible taux d'oestriol lié à cette protéine transporteuse. Donc, plus grande fraction disponible pour l'activité biologique. Ça, c'est un élément important. Autre élément important, l'oestriol a une faible affinité pour les récepteurs oestrogéniques, avec une affinité préférentielle pour les récepteurs bêta, qui sont essentiellement localisés au niveau des organes urogénitaux, et une plus faible affinité pour les récepteurs oestrogéniques alpha, qui sont plutôt localisés au niveau de l'endomètre et du sein. Et comme c'est mentionné sur ce tableau, si on estime que l'affinité est de 100 pour l'oestradiol, qui
qui est l'œstrogène de référence le plus fort. Pour le récepteur alpha, l'ostriol a une force d'affinité de 14 et pour les récepteurs bêta, une affinité de 21 par rapport à 100 pour l'ostradiol. Tout cela va avoir des conséquences pratiques parce qu'on va voir que l'action de l'ostriol s'exerce plutôt au niveau des organes urogénitaux et que c'est carrément inoffensif au niveau de l'endomètre et du sein. Alors, il ressort de tout cela que l'ostriol, c'est en fait l'oestrogène naturel le plus faible. Et à titre comparatif, l'ostradiol est 80 fois plus puissant et l'ostrone est 6 fois plus puissant que l'ostriol. Mais rappelez-vous, on a vu sur l'étude Cochrane que l'ostriol est aussi efficace que les oestrogènes plus puissants sur tous les symptômes du syndrome génito-urinaire. Et l'explication de tout cela se fait au niveau pharmacologique. Alors, juste ici pour vous dire que le taux d'ostriol circulant, comme pour n'importe quel oestrogène, circulant dans le sang dépend de la dose qu'on a prescrite et qu'une dose de 50 voire 30 gamma est suffisante pour avoir un effet thérapeutique et les taux sériques sont carrément insignifiants, surtout quand on dépasse la période d'attaque qui est de 3 semaines et qu'on passe à la vitesse de croisière avec une application tous les 2-3 jours. Alors, l'ostriol, je disais, il était aussi efficace que les oestrogènes plus forts, pourtant administré à très faible dose, parce qu'il a une biodisponibilité élevée. Son absorption est rapide au niveau de la muqueuse vaginale, il a un faible métabolisme au niveau de la muqueuse vaginale atrophique, un faible taux lié à la protéine transporteuse, et tout cela explique donc le fait que l'efficacité de l'ostriol est similaire aux oestrogènes forts, même s'il est administré à faible dose. Je passe à l'innocuité pour dire que plusieurs études observationnelles ont montré qu'il n'y a ni hyperplasie de l'endomètre, ni risque accru de carcinome de l'endomètre en prescrivant ces oestrogènes à faible dose par voie vaginale. Il y a des études qui ont suivi les femmes sur 52 semaines, une année, mais il y a des études qui ont duré plus longtemps. 7 années dans l'étude WHI et dans la 3e étude, ici, 18 ans de suivi. La conséquence de tout cela, c'est qu'il n'y a aucune indication d'aller ajouter un progestatif à votre prescription d'oestrogène vaginal local, puisque l'endomètre ne risque pas ni hypertrophie ni transformation. En fait, les seuls produits oestrogéniques donnés par voie vaginale avec qui on a constaté un épaississement de l'endomètre, une hypertrophie de l'endomètre, c'est la crème de Premarin à la dose de 1 g par jour ou de 2 g un jour sur 2. En dehors de ce Premarin crème, on n'a pas noté d'hypertrophie de l'endomètre avec donc, les oestrogènes prescrits par voie vaginale. Même chose pour le cancer du sein, des études observationnelles n'ont montré aucun risque accru de cancer du sein avec les oestrogènes vaginaux de longue série, des effectifs très fournis. Même chose pour le risque thromboembolique et les maladies cardiovasculaires. Donc l'innocuité de ces oestrogènes administrés par voie vaginale, dont le but de traiter ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, n'a rien à voir avec ce que l'on sait à propos du traitement hormonal substitutif de la ménopause. D'ailleurs, ce traitement substitutif de la ménopause est moins efficace que l'œstrogénothérapie par voie vaginale, puisque dans certaines séries, on a même noté jusqu'à 25% de patients qui, malgré le traitement hormonal substitutif par voie orale ou transcutanée, développent quand même des symptômes de syndrome génito-urinaire de la ménopause et on est amené chez ces femmes-là à adjoindre une petite dose d'oestrogène vaginal. L'innocuité aussi n'a rien à voir. Elle est meilleure pour la voie vaginale, donc la balance risque-bénéfice n'est pas en faveur de l'indication du THM pour le traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Et là, c'est les recommandations de plusieurs
société savante, je me suis contenté de vous rapporter ici ce que dit la North American Menopause Society, le collège américain, la FDA, les MAS, le collège français, bref, tout le monde est unanime pour ne pas recommander le THM dans cette indication traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause. On retient donc que les oestrogènes par voie vaginale à faible dose, sur le plan efficacité, sur le plan inéquité, c'est le gold standard et je vous ai expliqué la préférence pour l'ostriol. Deuxième classe, deuxième moyen thérapeutique dont nous disposons, les hydratants et les lubrifiants. Produits inoffensifs, très bien tolérés, mais leur action est temporaire. On arrête l'hydratant, il n'y a plus, donc il y a un retour des symptômes. Il n'y a pas de large étude randomisée à propos de leur efficacité. Et les études observationnelles concluent à la supériorité de l'oestrogénothérapie vaginale. Le Collège français recommande ces lubrifiants et ces hydratants pour les formes mineures de syndrome génito-urinaire. J'ajouterai que on préfère ne pas donner d'oestrogène, par exemple chez une femme qui a été traitée pour un cancer du sein, il est évident qu'on commence par les hydratants et les lubrifiants, et si ça ne marche pas, on peut discuter le recours à d'autres produits. Les autres traitements proposés pour le traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est une liste de produits dont certains, l'efficacité est prouvée, et pour les autres, l'efficacité n'est pas prouvée. Nous n'avons aucun de ces produits en Tunisie, sauf peut-être quelques produits de la phytothérapie dont je n'ai pas connaissance. Dernier moyen thérapeutique, les traitements physiques. On a tous entendu parler des lasers vaginaux, mais il y a aussi la radiofréquence et des injections, acide hyaluronique, voire même le PRP vaginal. Alors, en dehors des lasers où il y a quand même de plus en plus d'articles publiés, il y a peu ou pas du tout de publications à propos des autres moyens, donc je ne pourrai pas les discuter. Juste pour dire qu'au niveau des lasers vaginaux, il y a deux types de lasers, le laser CO2 fractionné et le laser YAG. Alors, comment ça va agir? C'est un effet thermique qui va créer une brûlure à minima qui induit une réponse de cicatrisation qui va restaurer donc les tissus. Il faut plusieurs séances, 2 à 3 séances de 10 minutes espacées de 4 à 6 semaines. Certaines contre-indications sont bien connues, l'infection locale, l'antécédent d'infection virale à HPV ou à herpès virus simplex. Les risques, c'est la brûlure vaginale, la sténose vaginale, les douleurs chroniques. Et actuellement, on n'a aucune étude qui démontre la supériorité du laser par rapport à l'oestrogénothérapie vaginale. De plus, toutes les sociétés savantes ne recommandent pas le laser, sauf dans le cadre d'un essai clinique bien codifié. Alors, pour récapituler, les oestrogènes vaginaux, c'est le gold standard, c'est le traitement le plus efficace. On privilégie l'ostriol à faible dose, un usage quotidien pendant 2-3 semaines, puis 2 fois par semaine en entretien. Le traitement doit être débuté le plus précocement possible avant que ne s'installe une atrophie irréversible. Et le traitement nécessite d'être poursuivi pendant une longue période pour maintenir son bénéfice. Les hydratants et les lubrifiants, on y pense pour les formes mineures, ou si les oestrogènes ne sont pas souhaités, et les lasers vaginaux sont en cours d'évaluation. Un mot pour un profil particulier, les femmes qui sont traitées pour cancer du sein, notamment traitement par les anti-aromatases, même si elles sont jeunes, elles vont développer ce syndrome génito-urinaire. Là, c'est les lubrifiants et les hydratants qu'on privilégie. Les oestrogènes vaginaux pourraient être essayés en attendant des études de validation qui sont en cours, en cas d'échec du traitement non hormonal, en discussion avec les médecins traitants. Tous les autres produits sont soit contre-indiqués, soit non recommandés. Blicel, c'est le seul oestrogène vaginal disponible au jour d'aujourd'hui dans notre pays. Donc, si on veut suivre les recommandations, on doit connaître ce produit. C'est une crème vaginale. 1 gramme de crème, c'est 50 gamma d'ostriol. L'application
une par jour, de préférence avant le coucher, pendant 3 semaines, puis une application tous les 2-3 jours. Blissel a fait l'objet de nombreuses études cliniques. Et il y a des études post-marketing qui se sont intéressées à certains aspects particuliers, certaines indications particulières, notamment chez les femmes traitées, comme je vous l'ai dit, par les anti-aromatases, cancer du sein, pour prévenir les récidives d'infections urinaires ou dans le cadre d'une prescription à court terme pour voir si on peut avoir déjà un effet bénéfique avec une courte période de prescription. Ce qui ressort des études cliniques, c'est que à la dose de 50 gamma qui est recommandée, il y a une très faible absorption systémique, il y a une amélioration significative de tous les symptômes, amélioration significative de la cytologie vaginale et du pH, aucun effet indésirable grave n'a été rapporté, mais certaines femmes signalent des spottings vaginaux, une sensibilité des seins ou des nausées. La Société européenne de ménopause et d'andropause recommande donc l'œstriol comme traitement de première intention pour le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Il est préféré à l'ostradiol et c'est le premier guideline international à introduire donc le gel d'ostriol dans ses recommandations. Le produit se présente sous forme d'un tube avec 10 grammes et des canules, une dizaine de canules et un piston. Mon objectif n'est pas de vous démontrer comment on utilise ça, quoi qu'on doit l'expliquer aux patientes, mais pour vous dire que lorsque on va remplir la dose, certains disent qu'il y a un risque de surdosage. En fait, ce n'est pas vrai. On va introduire le piston dans la canule et visser la canule sur le tube et par la suite appuyer sur le tube jusqu'à ce que le piston s'arrête de lui-même. En fait, il y a un petit obstacle au niveau de la canule qui fait que vous avez atteint la dose de 1 gramme de crème, donc 50 gamma d'ostradiol, donc il n'y a aucun risque de surdosage. L'application donc est intravaginale. Ensuite, on se débarrasse de la canule et on garde le piston. Je voudrais conclure en vous disant que ce syndrome génito-urinaire de la ménopause est fréquent, mais ces symptômes, comme on l'a dit, sont rarement spontanément rapportés par les patients. Donc il est souvent méconnu, voire sous-estimé par les médecins. Et des efforts sont à faire, nous devons faire des efforts, pour son dépistage et pour pouvoir le traiter. Sur le plan thérapeutique, on devrait faire profiter nos patients de cet oestriol vaginal à faible dose qui va allier l'innocuité et l'efficacité sur l'ensemble des symptômes, qu'ils soient vulvo-vaginaux, sexuels ou urinaires, y compris l'incontinence urinaire à laquelle nous ne pensons pas toujours. Je vous remercie. Merci, professeur Benzeine. On peut oser dire God bless you. Alors, on va prendre une ou deux questions de la salle. C'est sûr que c'est très intéressant, la sécheresse vaginale chez les femmes ménopausées, qu'elles soient à risque ou pas, surtout quand elles sont à risque, puisqu'on va vite enchaîner avec le cancer du sein. Deux questions dans la salle. Oui, c'est Abdelkader Ben Saïd. Merci, cher ami Nabil, pour cet exposé. حبيت نزيد معك معناها معك مش ضدك معك que le faible passage systémique de la molécule d'estriol en transvaginal, ce faible passage systémique met à l'abri justement les effets délétères des estrogènes au niveau du premier passage hépatique. Le foie, il peut passer quelques molécules d'estriol, mais ils n'ont pas la capacité de transformer et de donner des effets secondaires métaboliques. هذا شيء يهني. هكا ولا لا؟ ثانيا, j'étais vraiment étonné comment un traitement hormonal substitutif de la ménopause à base d'estradiol à la dose de 2 mg par jour, comme l'est dans le climasan 2/10, n'arrive pas à améliorer ce fameux syndrome génito-urinaire, en sachant que, comme tu l'avais si bien dit, que l'estriol est le métabolite
final de l'estradiol. Et à la fin, cette femme ménopausée qui a ce syndrome ATNA, le climastan qui contient 2 mg d'estradiol, ما يتعدى au métabolite final وتولي عندها الامراض الاستريول. هكا ولا لا؟ Oui. المليانة. Mais la pratique dit le contraire. الله أعلم. Il y a un problème de biodisponibilité, d'affinité pour les لكن récepteurs. علميا on ne peut pas accepter ça de façon très facile. ثالثا أنا سمعت كلمة pour ne pas arriver à l'atrophie irréversible. أنا الحق أنت ربي تشكعت منها الكلمة irréversible. لماذا؟ Parce qu'il n'y a jamais d'atrophie irréversible. الدليل على ما أقول les femmes ménopausées qui prennent un don d'ovocytes ont une atrophie de l'endomètre, une atrophie de la muqueuse vulvovaginale, نحطوهم sous estrogène تبارك الله l'endomètre prolifère يولي منعنع pour accepter une implantation par don d'ovocytes. شنو رايك؟ Raï, ce n'est pas l'endomètre, c'est la muqueuse vaginale. muqueuse تتحسن. On a tous opéré des prolapsus qui ont perdu le droit de cité, où la paroi vaginale devient carrément kératinisée et où la colpotrophine qu'on utilisait auparavant pour faciliter l'acte opératoire n'était d'aucun secours. كيراتينيزي لخاطر يخرج ليتوريس يولي يضرب ليلا نهارا dans les tissus comporte la ménopause, la femme ménopausée. على كل. Merci, c'est Abdelkader. Est-ce qu'on peut prendre une petite question parce que je tiens à ce qu'on commence à écart pour le sein. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est Lady. Oui, non, c'est Lady. Si Nabil, merci pour cette présentation. Alors, tu n'as pas évoqué ou fait mention de l'effet de ce produit sur les bouffées de chaleur. Y a-t-il un effet et ce produit, j'imagine qu'il doit passer peu ou prou dans la circulation. Il n'a aucun effet sur les bouffées de chaleur. Ça a été étudié? Oui, aucun effet. Les troubles climatériques rebelles, c'est encore une indication validée sur le plan bénéfice-risque du traitement hormonal substitutif de la ménopause. Merci. C'est dommage. On va arrêter là parce qu'il faut qu'on démarre, la session. Hein. Qui c'est? Allez-y. Pour le confort de la patiente, parce qu'on va expliquer à la patiente que c'est de l'œstrogène, il n'y a pas des effets secondaires, etc. Il est bien toléré, il n'y a pas de risque pour le cancer du sein. Mais malgré ça, il y a une surveillance mensuelle ou je ne sais pas, tous les 3 mois pour l'écho, pour voir l'endomètre, en vue des études. Oui, mais comme surveillance... Alors, vous mentionnez qu'il y a des cas d'hyperplasie de l'endomètre quand même dans les études. Bien sûr, on va la surveiller comme toute femme ménopausée. Et chez ces femmes-là, au-delà d'un suivi régulier en début de traitement, pour passer le cap des 3 premières semaines, comme je vous ai dit, où il y a un traitement d'attaque, une fois qu'on est passé au traitement de relais à raison de 2 applications par semaine, on peut espacer la surveillance. Et ma foi, par la suite, la surveillance devient carrément annuelle, comme toutes les femmes ménopausées. On va lui faire subir des mammographies tous les 2 ans, comme toute femme ménopausée, pas parce qu'elle est sous traitement oestrogénique vaginal. On va surveiller l'endomètre comme chez toute femme ménopausée, pas uniquement parce qu'elle est sous traitement hormonal vaginal. Bref, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Merci, professeur Benzeri. Merci beaucoup. Merci au laboratoire qui nous a permis de connaître mieux cette molécule dont on a besoin sur le marché tunisien.